7 minutes, rien de plus, et pourtant ces quelques instants ont suffi à provoquer une secousse que l'Alliance Atlantique n'avait plus ressentie depuis 2003 lorsque Paris avait refusé de suivre Washington en Irak. 7 minutes, rien de plus, et pourtant ces quelques instants ont suffi à provoquer une secousse que l'Alliance Atlantique n'avait plus ressentie depuis 2003 lorsque Paris avait refusé de suivre Washington en Irak, ravivant brutalement la fracture autour du partage des dépenses militaires et laissant entrevoir une division durable de l'OTAN quelques secondes auparavant. Donald Trump venait de conclure une diatribe particulièrement agressive contre des Européens qui l'accusaient de profiter du système sans payer leur dû pour leur propre sécurité, fixant Sébastien Lecornu avec cette expression de mépris froid qu'il réservait aux dirigeants jugés faibles, persuadés d'avoir publiquement exposé l'ingratitude française devant l'ensemble des alliés réunis à Bruxelles. Mais contre toute attente, la scène bascula. Le Premier ministre français se leva avec calme et prononça des paroles qui figèrent instantanément toute la délégation américaine. Ce n'était plus une simple divergence technique sur les budgets de défense, mais un véritable moment de rupture, l'instant précis où un dirigeant de 39 ans fit comprendre au président des États-Unis que l'époque où Washington imposait ses règles à l'Europe sans contestation venait de prendre fin. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui allait secouer cette assemblée de l'ONU, il faut remonter 3 mois en arrière. Quand Donald Trump avait repris le pouvoir à la Maison-Blanche en janvier, son retour triomphal s'accompagnait d'une promesse de campagne explosive, faire payer les Européens pour leur défense ou retirer les troupes américaines du continent. Cette menace n'était pas nouvelle dans la rhétorique trumpiste, mais cette fois, le président américain était déterminé à la mettre en œuvre. Dans le bureau ovale restauré selon ses goûts dorés, Trump convoquait régulièrement son nouveau secrétaire à la Défense, le général Mike Waltz, ancien béret vert devenu stratège républicain pour discuter de sa nouvelle doctrine atlantique. L'objectif était simple et brutal, transformer l'ONU en organisation payante où chaque pays devrait verser une cotisation proportionnelle au service de protection américain. Ces Européens vivent sous notre parapluie nucléaire depuis 75 ans sans payer leur part, tempêtait Trump lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale. La France dépense 2,1% de son produit intérieur brut pour la défense. C'est ridicule. Nous, on en dépense 3. Ils doivent passer à 5% minimum ou on dégage nos soldats. Cette obsession trumpiste pour les pourcentages de produit intérieur brut masquait une réalité beaucoup plus complexe que le président américain refusait obstinément d'admettre. Les États-Unis ne maintenaient pas 100 000 soldats en Europe par générosité altruiste, envers de vieux alliés reconnaissants, mais par pur calcul d'intérêt stratégique national. Les bases américaines disséminées à travers le continent européen constituaient bien plus que de simples garnisons défensives. La base aérienne de Ramstein en Allemagne, par exemple, servait de hub logistique central pour absolument toutes les opérations militaires américaines au Moyen-Orient et en Afrique. Sans cette plateforme stratégiquement positionnée, l'armée américaine devrait déployer ses forces directement depuis les États-Unis, multipliant les coûts de transport par 4 et réduisant drastiquement les capacités de réaction rapide. Le Pentagone estimait que Ramstein permettait à elle seule d'économiser 23 milliards de dollars par an en coûts de projection militaire. Les installations de renseignement américaines en Europe constituaient un autre avantage stratégique majeur systématiquement omis dans la comptabilité trumpiste. Les stations d'écoute de la NSA en Allemagne et au Royaume-Uni captaient quotidiennement des millions de communications russes, chinoises et moyen-orientales. Les centres d'analyse de la CIA à Francfort traitaient 78% des renseignements américains sur le terrorisme international. Ces capacités de surveillance auraient été impossibles à reproduire depuis le territoire américain. Plus lucratif encore pour Washington, les contrats d'armement massifs que les pays européens passaient avec l'industrie de défense américaine. Sous la pression politique de maintenir l'interopérabilité avec les forces américaines, les pays de l'OTAN achetaient prioritairement des équipements militaires américains chasseurs, F-35 missiles, Patriot système de communication Drone Reaper. Entre 2015 et 2024, ces ventes d'armes américaines à l'Europe avaient généré 267 milliards de dollars de revenus pour Lockheed Martin, Boeing, Raytheon et Northrop Grumman. Monsieur le Président avait tenté d'expliquer Lloyd Austin, ancien secrétaire à la Défense, consulté par l'équipe Mike Waltz. Notre présence en Europe n'est pas une charité, c'est un investissement stratégique qui rapporte énormément aux États-Unis en termes de projection de puissance de renseignement et de contrats industriels. Si on part d'Europe, on perd bien plus qu'on ne gagne.
Mais Donald Trump, imperméable aux analyses stratégiques nuancées, qui ne correspondaient pas à sa vision binaire du monde, balayait ses arguments d'un revers de main. Dans son esprit transactionnel de businessman new-yorkais, toute relation internationale devait se traduire par un bilan comptable simple, soit l'Amérique gagnait de l'argent, soit elle se faisait arnaquer. La complexité des bénéfices stratégiques indirects ne l'intéressait pas. Fidèle à cette vision, il ne voyait l'OTAN qu'à travers le prisme comptable des contributions financières. Il avait chargé son équipe économique dirigée par le nouveau secrétaire au Trésor Scott Bessent de calculer précisément le coût de la protection américaine de l'Europe et d'établir une facture détaillée que Washington présenterait aux Européens lors du prochain sommet de l'Alliance. Le document confidentiel produit par le Trésor américain en avril 2025, baptisé European Defense Subsidy Assessment, chiffrait à environ 37 milliards de dollars le coût cumulé de la présence militaire américaine en Europe. Ce calcul pharaonique incluait non seulement les dépenses directes évidentes de stationnement des troupes, mais aussi une multitude de coûts indirects savamment agrégés pour gonfler la facture finale. La méthodologie employée par les économistes du Trésor était d'une créativité comptable remarquable. Ils incluaient les coûts de recherche et développement de tous les systèmes d'armes jamais déployés en Europe depuis 1940, même si ces technologies servaient également les intérêts américains ailleurs dans le monde. Ils comptabilisaient les salaires de tous les militaires américains ayant jamais servi en Europe, y compris leurs pensions de retraite futures. Ils ajoutaient même une estimation fantaisiste des opportunités économiques perdues par les États-Unis en maintenant des forces en Europe plutôt qu'en les déployant ailleurs. Plus audacieux encore, le rapport incluait une ligne budgétaire intitulée « Coût d'opportunité du capital investi », calculant les intérêts que les sommes engagées auraient pu générer si elles avaient été investies dans l'économie américaine. Cette acrobatie comptable portait la dette européenne totale à 340 milliards de dollars selon les calculs du Trésor trumpiste. Monsieur le Président, avait déclaré Scott Bessent lors de la présentation officielle du rapport au cabinet. Si on considère que l'Europe devrait rembourser rétroactivement sa juste part de ses coûts, avec intérêts composés, la France nous doit environ 100 milliards, l'Allemagne 312 milliards, l'Italie 92 milliards, l'Espagne 9 milliards. C'est une dette colossale que les Européens ont contractée envers le contribuable américain travailleur. Cette comptabilité totalement fantaisiste reposait sur une hypothèse fondamentalement malhonnête que les États-Unis ne tiraient absolument aucun bénéfice stratégique, économique ou politique de leur présence en Europe. Elle ignorait délibérément que la domination américaine sur l'Alliance atlantique permettait à Washington de façonner l'ordre international selon ses intérêts, de contrôler les choix stratégiques européens et de maintenir son statut de superpuissance mondiale incontestée. Mais dans l'esprit simpliste de Donald Trump, cette dette européenne fictive devenait un argument massif absolument imparable pour exiger une augmentation drastique et immédiate des budgets de défense des pays de l'OTAN. Il ne s'agissait plus d'une négociation entre alliés, mais d'une sommation du créancier au débiteur. La cible prioritaire de cette offensive américaine était sans surprise la France, pays symbole historique de l'indépendance européenne vis-à-vis de Washington depuis les années de Gaulle. Depuis le général Charles de Gaulle, justement, Paris cultivait avec une constance remarquable une posture d'autonomie stratégique qui irritait profondément et systématiquement toutes les administrations américaines successives, démocrates comme républicaines. La France disposait de sa propre force de dissuasion nucléaire totalement indépendante avec 290 ogives nucléaires opérationnelles, avait spectaculairement quitté le commandement intégré de l'OTAN de 1966 à 2009 pour marquer son indépendance militaire, refusait régulièrement de s'aligner sur les positions américaines au Conseil de sécurité de l'ONU et plaidait inlassablement pour une Europe de la défense progressivement émancipée de la tutelle stratégique américaine. Cette tradition française d'indépendance militaire remontait au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle n'avait jamais pardonné aux Anglo-Américains de l'avoir tenu à l'écart des grandes décisions stratégiques, notamment du débarquement de Normandie, où la France était censée être libérée mais n'avait aucun mot à dire sur les opérations. Cette humiliation historique avait forgé la doctrine française d'autonomie stratégique. Plus jamais la France ne dépendrait d'une puissance étrangère, même alliée, pour sa sécurité fondamentale. Les successeurs de Gaulle, de Pompidou à Macron, en passant par Mitterrand et Chirac, avaient tous maintenu cette ligne d'indépendance avec plus ou moins de fermeté selon les circonstances.
Même quand Sarkozy avait réintégré le commandement intégré de l'OTAN, il l'avait fait en négociant des garanties d'autonomie décisionnelle pour les forces nucléaires françaises et en exigeant que des généraux français occupent des postes clés dans la structure militaire de l'Alliance. Pour Donald Trump, cette arrogance française multiséculaire était proprement insupportable et constituait une offense personnelle. Ils veulent jouer les indépendants avec leurs petites bombes atomiques pathétiques, mais quand Vladimir Poutine les menace sérieusement, ils viennent pleurer chez nous en demandant protection, avait-il déclaré lors d'un meeting électoral particulièrement enflammé à Tampa, en Floride. Il est temps qu'ils paient enfin le vrai prix de la sécurité que nous leur garantissons, ou qu'ils se débrouillent tout seuls face aux Russes. On verra combien de temps ils tiendront. Cette hostilité personnelle viscérale de Donald Trump envers la France s'était encore considérablement intensifiée depuis l'arrivée inattendue de Sébastien Lecornu à Matignon en septembre. Le jeune premier ministre français de 39 ans incarnait absolument tout ce que Trump détestait profondément dans l'élite politique européenne, un technocrate parfaitement formaté polyglotte, maîtrisant 5 langues, couramment défenseur dogmatique du multilatéralisme onusien et de la régulation internationale contraignante, admirateur affiché de l'Union européenne fédérale. Les rares échanges téléphoniques directs entre les deux hommes depuis janvier 2025 s'étaient tous terminés dans une tension diplomatique palpable et des accrochages verbaux à peine dissimulés. Trump reprochait systématiquement à Lecornu son élitisme parisien insupportable, sa naïveté face aux dictatures, son arrogance intellectuelle et surtout sa faiblesse militaire pathétique face à Vladimir Poutine. Lecornu, de son côté, ne cachait pas son mépris à peine voilé pour ce qu'il considérait comme le populisme dangereux et l'ignorance stratégique de Trump. Lors d'un dîner privé à l'Élysée avec des ambassadeurs européens, le premier ministre français avait confié « Trump est le symptôme de la décadence intellectuelle américaine. Il résonne comme un promoteur immobilier des années 1980, pas comme un leader du monde libre du XXIe siècle. » Ces mots, bien sûr confidentiels en théorie, avaient filtré dans la presse américaine via des fuites diplomatiques, provoquant une fureur présidentielle mémorable. Trump avait publié un message rageur à 6 heures du matin depuis Mar-a-Lago. Le pathétique Lecornu qui dirige un pays en faillite sociale ose critiquer l'Amérique qui le protège depuis 80 ans. Sans nous, la France parlerait allemand ou russe. Ingratitude totale. Cette escalade verbale bilatérale entre les deux dirigeants avait créé un climat diplomatique franco-américain particulièrement délétère. Les fonctionnaires du Quai d'Orsay et du département d'État multipliaient les efforts pour maintenir des canaux de communication fonctionnels, mais la relation personnelle catastrophique entre Donald Trump et Sébastien Lecornu empoisonnait systématiquement toute tentative de dialogue constructif. C'est dans ce contexte délétère que s'ouvrait le sommet de l'OTAN de Bruxelles dès le 15 juillet 2025, officiellement consacré à la modernisation des capacités de défense collective. Officieusement, tout le monde savait que ce sommet serait l'occasion d'un ultimatum américain aux Européens sur les dépenses militaires. Donald Trump était arrivé à Bruxelles avec sa délégation habituelle de conseillers ultra-loyalistes, triés sur le volet déterminé à imposer brutalement sa vision transactionnelle de l'Alliance atlantique. Son équipe avait préparé méticuleusement pendant des semaines une présentation PowerPoint spectaculaire de 47 diapositives, détaillant exhaustivement les contributions disproportionnées et scandaleuses américaines à la sécurité européenne et exigeant un rééquilibrage financier immédiat et non négociable. La délégation américaine comprenait les figures les plus dures de l'administration Trump, le général Mike Waltz, secrétaire à la Défense et ancien béret vert réputé pour sa rhétorique anti-européenne agressive, Marco Rubio, secrétaire d'État et faucon atlantiste convaincu, Kash Patel, directeur de la CIA et loyaliste trumpiste absolu, et bien sûr Scott Bessent, secrétaire au Trésor et architecte principal de la théorie de la dette européenne. Ces Européens mollassons vont enfin comprendre que l'on n'est pas leur armée gratuite de mercenaires, avait déclaré Trump à ses conseillers rassemblés dans sa suite présidentielle du Steigenberger Grand Hôtel de Bruxelles la veille du sommet. Soit ils passent immédiatement à 5% de leur produit intérieur brut en dépenses militaires, comme je l'exige, soit on commence à retirer progressivement nos troupes et nos garanties nucléaires. Point final, pas de négociation possible. Cette stratégie trumpiste d'ultimatum brutal et public reposait sur un calcul politique apparemment rationnel mais fondamentalement erroné.
Les Européens étaient présumés trop divisés politiquement, trop faibles militairement et trop terrorisés par la menace russe pour oser résister collectivement à la pression américaine. Ils finiraient inévitablement par céder et accepter les conditions de Washington exactement comme ils l'avaient toujours fait docilement depuis 1945. Selon la vision trumpiste simpliste de l'histoire, Donald Trump était personnellement convaincu que sa rhétorique brutale habituelle, combinée à la menace crédible de retrait militaire américain, suffirait automatiquement à faire plier les dirigeants européens paralysés par leur dépendance structurelle envers le parapluie sécuritaire américain. Il ne concevait même pas la possibilité d'une résistance européenne organisée. Le matin du sommet, l'équipe américaine avait organisé un breakfast briefing avec des journalistes striés sur le volet pour préparer le terrain médiatique. Le président va dire aux Européens leurs 4 vérités aujourd'hui, avait annoncé le porte-parole de la Maison-Blanche. L'ère du free riding européen est terminée. Soit ils paient leur juste part, soit l'Amérique reconsidère fondamentalement son engagement atlantique. Cette campagne de communication agressive visait à créer une pression médiatique maximale sur les dirigeants européens avant même le début des discussions officielles. Fox News Breitbart publiait des éditoriaux cinglants exigeant que l'Europe paie enfin sa dette envers l'Amérique. L'opinion publique américaine, largement isolationniste depuis l'échec afghan, soutenait massivement la ligne dure de Trump selon les sondages. Mais Donald Trump ne soupçonnait pas que Sébastien Lecornu avait préparé cette confrontation avec une rigueur toute française compilant des décennies de données historiques d'analyse stratégique et de calcul économique pour démontrer méthodiquement l'hypocrisie américaine et l'absurdité de la comptabilité trumpiste. Derrière la façade diplomatique, Matignon avait lancé depuis 6 semaines une opération de contre-intelligence stratégique baptisée « Vérité Atlantique ». Cette cellule ultra-confidentielle dirigée par le général Pierre Schill, chef d'état-major particulier du président, regroupait les meilleurs analystes français en affaires militaires, stratégie atlantique et histoire de l'OTAN. Leur mission officieuse mais prioritaire, déconstruire méthodiquement point par point la propagande trumpiste sur les Européens profiteurs et préparer une réponse factuelle imparable. Le dossier progressivement constitué par l'équipe française déployée à Matignon était d'une précision intellectuellement dévastatrice pour la rhétorique américaine. Il révélait systématiquement que la comptabilité trumpiste omettait volontairement tous les bénéfices stratégiques, économiques, diplomatiques et politiques massifs que Washington tirait concrètement de sa présence militaire continue en Europe. Les bases américaines permanentes en Allemagne, particulièrement le complexe géant de Ramstein, servaient quotidiennement de plateforme logistique absolument indispensable pour toutes les opérations militaires américaines déployées au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie centrale. Sans ces infrastructures européennes stratégiquement positionnées, l'armée américaine devrait projeter ses forces directement depuis la côte Est américaine, multipliant les coûts de transport aérien et maritime par un facteur de 4 et réduisant drastiquement les capacités de réaction rapide. Le Pentagone lui-même, dans ses documents de planification stratégique classifiés, que les services français avaient réussi à obtenir discrètement, estimait que les bases européennes permettaient d'économiser annuellement 34 milliards de dollars en coûts de projection militaire évités. Sur 75 ans, cela représentait 550 milliards de dollars d'économies directes pour le budget américain de la défense. Les systèmes de renseignement américains massivement déployés en Europe constituaient un autre avantage stratégique colossal systématiquement omis dans la comptabilité trumpiste simpliste. Les gigantesques stations d'écoute électronique de la NSA, implantées en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie, captaient quotidiennement des dizaines de millions de communications téléphoniques et Internet russe, chinoise, iranienne et moyen-orientale. Les centres d'analyse ultra sophistiqués de la CIA, installés à Francfort, Munich et Londres, traitaient informatiquement 78% du renseignement américain global sur le terrorisme international, le narcotrafic et la prolifération nucléaire. Ces capacités massives de surveillance et d'interception auraient été techniquement impossibles à reproduire efficacement depuis le territoire américain en raison des distances satellites et des limitations physiques de transmission des signaux électromagnétiques. L'Europe offrait simplement une position géographique idéale pour espionner tout l'hémisphère oriental de la planète. Monsieur le Premier ministre, avait expliqué avec satisfaction le général Pierre Schill lors du briefing stratégique final à Matignon, les Américains nous présentent une facture unilatérale de 1 237 milliards de dollars sur 75 ans de présence militaire en Europe. Mais
Nos calculs rigoureux démontrent mathématiquement qu'ils ont en réalité gagné plus de 140 milliards de dollars en bénéfices stratégiques directs. Avantages commerciaux, profits industriels et économies opérationnelles grâce à leur implantation européenne. Selon toute logique comptable nette, ce sont eux qui nous doivent mettre massivement de l'argent, absolument pas l'inverse, comme Donald Trump ose le prétendre. Plus accablant encore pour Washington, l'analyse française ultra détaillée révélait que les guerres américaines catastrophiques en Irak et en Afghanistan avaient coûté aux pays européens de l'OTAN plus de 340 milliards d'euros en contributions militaires directes et indirectes entre 2001 et 2021. Cette somme astronomique incluait non seulement les coûts évidents de déploiement des troupes européennes sur ces théâtres d'opérations lointaines, mais aussi une multitude de dépenses cachées que les gouvernements européens n'avaient jamais osé comptabiliser publiquement. Les pays membres de l'Alliance Atlantique avaient collectivement fourni 140 000 soldats pour ces opérations lancées unilatéralement par les États-Unis sans consultation réelle des alliés, perdant tragiquement plus de 1200 militaires tués au combat et plus de 8400 blessés graves dans des guerres qui ne servaient en rien les intérêts sécuritaires européens mais uniquement l'agenda américain au Moyen-Orient. La France seule avait dépensé 47 milliards d'euros pour sa participation à ces conflits avec 12 000 soldats déployés en Afghanistan pendant 13 ans, 88 militaires français tués et 700 blessés, sans compter les coûts psychologiques des milliers de vétérans traumatisés par ces guerres. L'Allemagne avait déboursé 51 milliards d'euros, le Royaume-Uni 60 et 11,8 milliards l'Italie, 23 milliards l'Espagne, 18 milliards. Et pour quel résultat concret l'Irak était devenu un État failli, contrôlé par des milices pro-iraniennes, exactement l'inverse des objectifs américains proclamés. L'Afghanistan était retombé sous le contrôle des talibans en août 2020 et après un retrait chaotique et humiliant, décidé unilatéralement par Washington sans même consulter les alliés européens, qui avaient sacrifié sang et argent pendant 2 décennies. Monsieur le Premier ministre, avait martelé avec indignation le colonel François Lecointre, ancien chef d'état-major des armées, consulté pour l'analyse historique. Nous avons dépensé des fortunes et sacrifié nos soldats pour des aventures militaires américaines basées sur des mensonges délibérés. Les armes de destruction massive irakiennes n'ont jamais existé. Ben Laden était au Pakistan, pas en Afghanistan. Ces guerres ont été des catastrophes absolues dont les Européens ont payé le prix, sans en tirer aucun bénéfice. L'équipe Sébastien Lecornu avait également exhumé des documents déclassifiés prouvant que l'administration Bush avait exercé des pressions diplomatiques massives et des chantages commerciaux sur les pays européens réticents pour les forcer à participer à l'invasion de l'Irak. Les gouvernements européens n'avaient pas rejoint ces guerres par conviction stratégique mais par peur de représailles économiques américaines et par soumission à l'hégémonie de Washington. Le 15 juillet 2025 à 15h30 précise dans la salle du Conseil de l'OTAN au nouveau siège de l'Alliance, Donald Trump prit la parole avec cette assurance agressive qui caractérisait ses interventions internationales. Vêtu de son costume bleu marine caractéristique avec sa longue cravate rouge, il incarnait parfaitement l'America First qu'il défendait. « Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement », commença-t-il avec ce ton direct qui faisait sa marque. Je suis ici aujourd'hui pour dire une vérité que trop de mes prédécesseurs n'ont pas eu le courage de dire. L'OTAN est un accord déséquilibré où l'Amérique paie et l'Europe profite. Son discours était typiquement trumpiste, chiffres approximatifs, comparaisons douteuses, patriotisme économique et menaces à peine voilées. L'Amérique dépense 600 milliards de dollars par an pour sa défense. La France 64 milliards, l'Allemagne 63 milliards. Nous dépensons plus que les 30 autres pays de l'OTAN réunis. C'est inacceptable. Et cette présentation des chiffres bruts omettait volontairement de mentionner que les États-Unis avaient une économie 7 fois plus grande que la France et 5 fois plus grande que l'Allemagne, rendant la comparaison en valeur absolue totalement trompeuse. Mais Donald Trump poursuivit sans se soucier des nuances économiques. Nous avons 100 000 soldats américains stationnés en Europe pour protéger des pays qui peuvent se permettre de payer leur défense, mais qui préfèrent dépenser leur argent dans leurs programmes sociaux généreux. Continua-t-il avec un mépris évident. C'est le contribuable américain qui subventionne l'État-providence européen. Ça suffit. Cette rhétorique sur les Européens socialistes profiteurs
était un classique du Trumpisme, ignorant totalement que les dépenses sociales européennes finançaient des systèmes de santé et d'éducation dont les États-Unis auraient bien besoin. Mais Trump ne s'arrêta pas là dans sa charge. L'accord était simple, les pays de l'OTAN devaient dépenser 2% de leur produit intérieur brut pour la défense. Beaucoup ne respectent toujours pas cet engagement. Ce n'est pas suffisant. Nous exigeons maintenant 5% minimum, déclara-t-il en regardant directement la délégation française. La France dépense 2,1%. C'est ridicule. Ils doivent passer à 5% immédiatement ou nous retirerons progressivement nos forces du continent européen. Cette exigence de tripler les dépenses militaires européennes en quelques années était économiquement irréaliste et stratégiquement absurde. Mais Donald Trump la présenta comme un ultimatum non négociable. Il termina par une menace qui glaça l'assistance « L'Amérique ne sera plus le garde du corps gratuit de l'Europe. Soit vous payez le vrai prix de votre sécurité, soit vous vous débrouillez seul face à Vladimir Poutine. Le choix vous appartient, mais nous ne négocierons pas. » Les applaudissements qui suivirent furent maigres et gênés principalement de la part de la délégation américaine. L'Assemblée de l'OTAN était choquée par la brutalité de l'ultimatum trumpiste. Tous les regards se tournèrent vers Sébastien Lecornu quand il demanda calmement à prendre la parole. Le premier ministre français se leva avec cette dignité républicaine qui caractérisait la tradition diplomatique française, s'approcha du pupitre sans précipitation et fixa Trump droit dans les yeux avant de prononcer les mots qui allaient choquer Washington et diviser l'Alliance atlantique. « Monsieur le président Trump, » commença-t-il d'une voix posée mais tranchante, « je vous remercie pour cette démonstration parfaite de ce qu'est devenu le discours américain, un mélange toxique d'arrogance et de comptabilité falsifiée. » L'attaque était immédiate et frontale. Trump, visiblement surpris par cette agressivité française inhabituelle, fronça les sourcils. « Vous parlez de contribution déséquilibrée, » continua Lecornu en sortant un dossier de sa serviette. « Permettez-moi de vous rappeler quelques faits que vous préférez manifestement ignorer. » En 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak sur la base de mensonges sur les armes de destruction massive. Coût de cette guerre pour les Européens, 70 milliards d'euros et 767 soldats morts. Pour défendre quels intérêts américains, M. Trump? Ces statistiques sur la guerre d'Irak firent l'effet d'une bombe. L'Assemblée découvrait un angle de la relation transatlantique soigneusement occulté par la propagande américaine. Afghanistan 2001 à 2021, poursuivit Sébastien Lecornu méthodiquement, les États-Unis invoquent l'article 5 de l'OTAN après le 11 septembre. Résultat, 140 000 soldats européens déployés, 130 milliards d'euros dépensés par les Européens, pour finir par une débâcle totale et un retrait chaotique décidé unilatéralement par Washington. Chaque révélation était un coup porté à la rhétorique trumpiste. Donald Trump tenta d'intervenir. Monsieur le Premier ministre, c'était... Mais Lecornu l'interrompit sèchement. « Non, Monsieur Trump, c'est moi qui parle maintenant. Vous allez écouter. » Et il continua son démontage implacable. « Vous nous accusez de profiter de votre protection. Savez-vous combien les bases américaines en Europe rapportent à votre économie 34 milliards de dollars par an en contrats locaux en salaires dépensés en avantages stratégiques? Rammstein en Allemagne est votre plateforme de projection vers le Moyen-Orient et l'Afrique. Sans elle, vos opérations coûteraient 40% plus cher. » Cette révélation sur les bénéfices économiques américains de leur présence en Europe touchait au cœur de l'argument trumpiste. Dans l'assistance, plusieurs délégués échangeaient des regards surpris. « Mais parlons surtout de votre comptabilité mensongère, » continua Lecornu avec une colère contenue. « Vous dites que l'Amérique paie 187 milliards. Vos économistes oublient de mentionner que l'industrie américaine de l'armement a vendu pour 340 milliards de dollars d'armes aux Européens pendant la même période. Qui profite de qui, M. Trump? Cette contrefacturation française était dévastatrice. Elle démontrait que loin de subventionner l'Europe, les États-Unis tiraient d'énormes profits de leur relation avec l'Alliance. Et puisque vous évoquez les pourcentages de produits intérieurs bruts, poursuivit Lecornu, permettez-moi de vous rappeler une réalité économique élémentaire. La France consacre 64 milliards à sa défense, avec un produit intérieur brut de 3 000 milliards. Les États-Unis en dépensent
167 milliards avec un produit intérieur brut de 22 000 milliards. En proportion de notre richesse, nous faisons autant d'efforts que vous. Cette remise en perspective des chiffres absolus que Trump aimait manipuler était particulièrement efficace. Le cornu démontrait que la comparaison brute était intellectuellement malhonnête. Donald Trump, rouge de colère, tenta une contre-attaque. La France a sa petite force nucléaire, mais... Justement, parlons-en, le coupa Sébastien Lecornu. Notre dissuasion nucléaire indépendante protège toute l'Europe, pas seulement la France. Elle coûte 6 milliards par an. Nous ne vous avons jamais demandé de participation. C'est ça la vraie solidarité atlantique. Le silence qui suivit cette mention de la force de frappe française était révélateur. Lecornu venait de rappeler que, contrairement à ce que prétendait Trump, l'Europe n'était pas totalement dépendante du parapluie nucléaire américain. Mais Lecornu réservait le plus dur pour la fin. Monsieur Trump, vous exigez que nous passions à 5% de notre produit intérieur brut en dépenses militaires. Très bien. Mais alors, les États-Unis doivent rembourser les 340 milliards d'euros que nous avons dépensés pour vos guerres en Irak et en Afghanistan. Des guerres qui ne servaient pas la sécurité européenne, mais l'impérialisme américain. Et puis vint la conclusion qui restera dans les mémoires. L'OTAN n'est pas une entreprise de protection où l'Amérique serait le patron et l'Europe les clients. C'est une alliance entre égaux. Si vous voulez la transformer en racket, alors nous créerons notre propre système de défense européen. L'époque où Washington dictait ses conditions à l'Europe est révolue. L'explosion qui suivit fut immédiate. Trump quitta momentanément la salle furieux, suivi par une partie de sa délégation. Dans l'assistance, c'était la stupéfaction générale. Pour la première fois dans l'histoire de l'OTAN, un dirigeant européen avait publiquement accusé les États-Unis de manipulation comptable et de chantage stratégique. L'onde de choc fut planétaire et immédiate. Aux États-Unis, la réaction fut explosive et polarisée selon les lignes politiques habituelles. Fox News titrait avec indignation « La France insulte honteusement l'Amérique ». Tucker Carlson dénonçait « l'ingratitude pathologique des Européens », tandis que CNN analysait sobrement la plus grave crise atlantique depuis l'Irak et que le New York Times questionnait avec inquiétude la fin de l'OTAN telle que nous la connaissons. Le Congrès américain, dans un rare moment d'unité bipartisane, adopta en urgence à 357 voix contre 76 une résolution solennelle condamnant fermement les propos anti-américains profondément inacceptables et historiquement injustes prononcés par le premier ministre français. Les sénateurs républicains les plus bellicistes, menés par Tom Cotton et Lindsey Graham, réclamaient bruyamment des sanctions économiques immédiates contre Paris et l'annulation de tous les contrats militaires franco-américains en cours. L'establishment de politique étrangère américain traditionnellement atlantiste et pro-européen était profondément divisé. Les néoconservateurs du Weekly Standard soutenaient Donald Trump et exigeaient que l'Europe paie ou parte. Mais les réalistes pragmatiques du Council on Foreign Relations mettaient en garde contre une rupture atlantique qui ne profiterait qu'à la Chine et à la Russie. Sébastien Lecornu a techniquement raison sur plusieurs points factuels, admettait Richard Haas, ancien président du CFR. Notre comptabilité sur l'OTAN a toujours été politiquement biaisée. Dans les cercles académiques américains spécialisés en relations internationales, le discours de Lecornu déclenchait des débats passionnés. À Harvard, le professeur Stephen Walt saluait le courage de dire enfin publiquement ce que beaucoup d'analystes pensaient depuis des années sur l'hypocrisie de la rhétorique atlantique. À Georgetown, l'ancien secrétaire à la Défense Robert Gates reconnaissait que les Européens avaient effectivement payé un prix énorme pour nos aventures au Moyen-Orient, sans en tirer aucun bénéfice stratégique. Mais en Europe, l'effet fut inverse, spectaculaire et quasiment unanime. De Berlin à Rome, de Madrid à Varsovie, de Stockholm à Athènes, les opinions publiques européennes saluèrent massivement et avec enthousiasme le courage historique français et la réplique salutaire à l'arrogance américaine. Les réseaux sociaux européens explosèrent de messages de soutien à Lecornu. Le hashtag #StandWithLecornu fut en tendance pendant 48 heures continues dans 23 pays européens. Pour la première fois depuis des décennies d'atlantisme docile et de soumission aux dictats de Washington, quelqu'un avait enfin osé publiquement tenir tête à l'hyperpuissance américaine sur son propre terrain rhétorique. Les sondages réalisés dans les jours suivants montraient que 78% des Européens approuvaient les propos de Lecornu
et estimait que l'Europe devait affirmer son indépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis. Les dirigeants européens, même ceux traditionnellement les plus atlantistes et pro-américains, ne pouvaient ignorer ce tsunami d'opinion publique. Le chancelier allemand Olaf Scholz, habituellement très prudent sur les sujets transatlantiques, déclara que M. Sébastien Lecornu a soulevé des questions légitimes sur l'équilibre des contributions au sein de l'Alliance. Le Premier ministre italien Giorgia Meloni, pourtant proche idéologiquement de Donald Trump, admit que certains arguments français méritent une discussion approfondie et honnête. Même en Pologne et dans les pays baltes traditionnellement les plus pro-américains par peur existentielle de la Russie, l'opinion était nuancée. Nous avons besoin de la protection américaine contre Moscou, reconnaissait le président polonais, mais cela ne signifie pas que nous devons accepter d'être traités comme des vassaux corvéables à merci par Washington. 6 mois après cette confrontation historique, les conséquences géopolitiques étaient majeures. Les relations franco-américaines s'étaient considérablement refroidies, mais paradoxalement, cela avait accéléré l'émergence d'une véritable Europe de la défense. L'Allemagne et la France, l'Italie et l'Espagne lançaient un programme commun d'armement de 240 milliards d'euros, réduisant leur dépendance aux technologies américaines. Plus important encore, l'affaire avait révélé au monde que l'Alliance atlantique ne pouvait plus fonctionner sur le mode de la subordination européenne à Washington. Une nouvelle relation plus équilibrée et plus mature devait émerger. L'effet Sébastien Lecornu a libéré l'Europe de sa dépendance psychologique envers l'Amérique. Analysa Hubert Védrine, ancienne ministre français des Affaires étrangères. Nous avons compris que nous pouvions être des alliés des États-Unis sans être leurs vassaux. Quant à Lecornu lui-même, il était devenu un héros pour les Européens lassés de l'arrogance américaine. Son discours du 15 juillet 2025 était étudié dans toutes les écoles de diplomatie comme un modèle de résistance à l'hégémonie. L'histoire retiendra que ce jour de juillet 2025, dans l'enceinte de l'OTAN, un homme de 39 ans